Merci d'être venus nombreux pour cette conférence. Juste une petite page de pub du coup pour notre revue théorique Étincelle, que certains connaissent sûrement déjà. Donc ce dernier numéro de septembre 2025 est consacré au 7e congrès de l'Internationale communiste, qui a notamment acté la stratégie du Front unique antifasciste. Donc voilà, c'est tout un ensemble de textes pour expliquer les enjeux de ce 7e congrès et comment on peut l'actualiser dans la situation actuelle. Un petit mot aussi sur notre association, parce que là on vient de lancer une cagnotte, donc il y a quelques jours, une cagnotte en ligne pour voilà, ceux qui souhaitent nous soutenir notre travail, avec l'ambition, si un jour on y arrive, d'avoir un local à nous en région parisienne pour pouvoir enregistrer des émissions, même organiser des débats, etc. Donc voilà, et puis ça servira de manière générale à nous développer, à pouvoir louer aussi des salles, parce qu'on ne sait pas si on pourra toujours rester ici. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, n'hésitez pas. Et je le dis aussi pour ceux qui regarderont la vidéo, on met le lien de la cagnotte en description de la vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, donc on va parler d'un épisode qui s'est passé en octobre 93. Au moment où Boris Eltsine, donc, qui était le champion de la démocratie et l'idole de l'Occident, a ordonné le bombardement du Parlement russe. Donc c'est un petit peu paradoxal quand on sait, quand on connaît tout le discours sur la démocratie, les droits de l'homme et tout ça. Et du coup, on va essayer de comprendre avec nos deux invités comment on a pu en arriver là. Je remercie nos deux invités d'être venus. Donc, Monika Karbowska, qui est diplômée d'histoire des relations internationales, et Bruno Drewski, donc historien et maître de conférence à l'INALCO. Professeur, mais c'est pas grave. D'accord, professeur à l'INALCO. Émérite, voilà, pour le titre exact. Tous deux militants marxistes, communistes. Et donc, je vais leur laisser la parole pour vous raconter cette histoire, vous présenter le livre. Donc, ils vont faire une présentation à deux voix. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je suis content que vous soyez là. Je suis contente que vous soyez là. Merci d'être venu. C'est donc les deux ouvrages, enfin l'ouvrage que nous allons présenter est vraiment un ouvrage, je pense, important qui devrait faire date, puisqu'il n'y a quasiment rien du tout sur l'histoire de la Russie publié en France et même dans d'autres pays sur cette période. Ce livre fait suite, en fait, il fait partie de la trilogie que l'auteur a écrit sur la fin de l'Union soviétique et le début de la Russie capitaliste. Et en l'occurrence, il est la suite logique, j'ai envie de dire, de ce livre-là. C'est aussi pour ça que je vous le remontre. Donc voilà, Erreur ou trahison, enquête sur la fin de l'URSS. Donc les éditions Delga ont publié ce livre il y a 2 ans, je crois. Donc voilà, moi je l'avais présenté déjà aussi en vidéo parce qu'il m'avait simplement plu, je l'ai trouvé très important, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion puisqu'il retrace la fin des années 80, le début des années 90. Et en l'occurrence, il s'agit de ma vie aussi, de ma jeunesse. Et ça m'a beaucoup expliqué beaucoup de choses qui se sont passées dans 89, 91, 92. Et le livre que nous présentons aujourd'hui est la suite. Pourquoi est-ce la suite? Parce que donc l'historien Alexandre Ostrovsky, qui se cache pas qu'il est communiste en fait, qu'il était même dans le parti communiste, qui a connu de nombreux protagonistes de cette tragédie qui a été la destruction de l'Union soviétique et les violences, la mise en place de la dictature capitaliste, on peut dire, de 93. Il a vraiment mené une enquête sur les documents ouverts, pas secrets du tout, mais aussi il a interrogé énormément de monde parmi les dirigeants qu'il a connus personnellement. Et il a vraiment, c'est donc à la fois ce premier livre et ce deuxième livre, c'est vraiment une enquête extrêmement fouillée. Là où c'est intéressant, c'est que dans le premier livre, il montre en fait comment Gorbatchev et on peut dire son groupe à l'intérieur du parti a mis en place Yeltsin au pouvoir en fait. Comment en fait quelque part les deux, Gorbatchev et Yeltsin sont les deux faces de la même structure, de la même
infiltration, on peut dire occidentale, à l'intérieur du Parti communiste soviétique. En fait, et il le décrit vraiment très précisément. Dans le premier livre, il décrit les pseudo-réformes, comment d'abord le budget de l'Union soviétique a été vidé, comment après on a orchestré d'une certaine façon la montée des tensions entre les nationalités, comment l'Union soviétique a été endettée, comment justement toutes les structures qui devaient mettre en place les véritables réformes économiques, c'est-à-dire notamment le virage de l'informatisation, tout ça, comment ça a été détruit et comment à la place on a mis en place les tensions entre nationalités, entre États, et après la création du poste de président de la Fédération de Russie, la mise en place d'Eltsine et après le fameux pseudo-putsch de 91 où en fait pour l'auteur, pour Alexandre Skovski, c'est en fait un espèce de faux, une espèce de montage dans lequel Gorbatchev joue le rôle de la victime et Eltsine joue le rôle du sauveur en fait. C'est vraiment extrêmement bien montré. Et il montre aussi comment les différentes structures de pouvoir, c'est-à-dire les services secrets, les différentes polices, l'armée, sont divisées en deux en fait, entre ceux qui veulent garder l'Union soviétique et ceux qui sont du côté de Yeltsin, et puisque de toute façon Gorbatchev c'est juste un instrument pour mettre en place Yeltsin et les Occidentaux. C'est extrêmement précis, y compris dans les questions que cela pose, c'est-à-dire comment une telle infiltration est-elle possible? Est-ce que c'est lié au fait que, par exemple, comment il s'appelle, Yakovlev, c'est-à-dire le principal conseiller de Gorbatchev, était boursier en 1958 à l'université Columbia aux États-Unis? Est-ce que ce n'est pas simplement des gens qui étaient des agents, tout simplement, bien dormants et qui ont été installés par les services secrets américains à l'intérieur du Parti communiste soviétique et après ils ont monté les échelons, etc. C'est des hypothèses, bien sûr, l'auteur ne dit pas qu'il le sait, il pose des questions. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment comme une enquête, comme une enquête journalistique très très fouillée, et notamment sur le livre Octobre Noir, c'est vraiment... c'est pareil, c'est vraiment même plus, puisque en fait ce sont des événements que l'auteur a vécu, et donc il interroge énormément de gens qui sont, avant qu'il meure, hein, heureusement, dans les années 2000-2006. Et aussi, il se sert aussi des documents de l'État, des journaux, puisque comme il était contemporain des événements, il a évidemment tout gardé. C'est vraiment extrêmement bien fait. Je dirais même que c'est un modèle pour un journaliste d'investigation. C'est quasiment un modèle comment il faut faire un véritable travail d'investigation en posant des questions. Même quand on n'a pas de réponse, on pose les questions. On pose aussi pourquoi on pose les questions, qu'est-ce qui est louche, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas dans le storytelling médiatique. Ça, c'est très important. Et donc, voilà. Et donc, le livre, notamment, a été publié donc, en 2014. Et donc, voilà, je suis très contente que Delga ait pu faire une traduction, en plus, très, très belle traduction. La traductrice a vraiment extrêmement soigné son texte. Et vraiment, un grand salut, un grand vraiment merci, parce que ce texte en français se lit très bien, en fait. Voilà. C'est très difficile souvent de traduire le nom des institutions, etc., de ne pas se répéter, de faire au contraire très attention à ce que tout soit très cohérent. Et justement, la traduction est extrêmement bien faite. Donc je vous encourage à lire ce livre qui est long, puisqu'il fait plus de 600 pages, mais qui voilà, se lit très bien. Voilà, donc l'introduction du livre. Donc, comme vous l'aurez bien compris, on vous incite à l'acheter parce que je pense que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'URSS, à l'histoire de la Russie et plus largement à l'histoire de ce qu'on a appelé le camp socialiste, qui déjà à l'époque n'existait plus, mais aussi à l'histoire du communisme et du Parti communiste en Russie avant la fin de l'URSS et après la fin de l'URSS, c'est évidemment fondamental parce que l'auteur pose des questions. Alors effectivement, il a ses opinions, mais en même temps, il est tout à fait capable d'analyser d'un point de vue critique, au moment justement des événements d'octobre 93, le comportement ou les décisions qui ont été prises ou pas prises par le Parti communiste au moment de ces événements. Alors la situation est évidemment complexe, il ne s'agit pas de jeter la pierre à telle ou telle décision qui a été prise, mais on sent que c'est évidemment une société qui était particulièrement troublée à ce moment-là, après des années et des années de démontage idéologique, et que dans ce contexte-là, bien sûr,
les choses sont apparues de façon pas toujours très claire, y compris parmi les marxistes, et les marxistes russes en particulier. Alors en ce qui me concerne, je vais peut-être commencer par quelque chose d'un petit peu personnel, c'est-à-dire que le putsch, parce que c'est un putsch, hein, il faut parler franchement, ce qui s'est passé en octobre 93, c'est un putsch. Et en même temps une guerre civile, ou un début de guerre civile tout au moins, puisque on estime entre 350 et 1500 le nombre de morts de ces événements. Alors bon, on n'a pas de chiffre précis, 350 à 1500, c'est déjà la preuve qu'on n'ait pas de chiffre précis, mais c'est déjà la preuve qu'on est dans un climat de guerre civile. Alors de guerre civile qui... Alors le problème de cette guerre civile, c'est qu'elle est localisée à Moscou et que beaucoup des défenseurs du Parlement russe sont en fait des provinciaux, parce qu'il y a un décalage entre Moscou, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, entre Moscou et ce qu'on appelle les deux capitales, c'est-à-dire Moscou et Saint-Pétersbourg aujourd'hui, et le reste du pays. Hein, et quand vous avez en tête la taille de la Russie, vous comprenez que le reste du pays, c'est pas rien. Alors que Moscou et à Saint-Pétersbourg, vous avez toute une élite occidentalisée, acquise aux dites réformes à l'époque, mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours une présence assez sympathisante à l'égard de l'Occident dans ces deux villes. Je ne dis pas que c'est la majorité de la population de ces villes, mais c'est très certainement ceux qui donnent le ton dans la vie de ces villes. Et donc c'est important de savoir que les défenseurs du Parlement viennent surtout de province, mais il faut aussi évidemment avoir en tête qu'ils sont entre guillemets en pays ennemi. Et que d'une certaine façon, comme ils sont venus à Moscou, ils sont en pays ennemi, et d'un autre côté, ben, bien sûr, ils ne vont pas agiter la province, puisqu'ils sont à Moscou à ce moment-là. Donc c'est une arme à double tranchant, mais évidemment on comprend que dans la confusion de l'époque, les choses étaient particulièrement complexes. Alors je disais que je vais donner une petite incise un peu personnelle, puisqu'à l'époque de ce putsch, j'étais à la commission des affaires, enfin oui, ça s'appelait Polex, la commission de la politique extérieure du Parti communiste français. Et donc évidemment on a eu une réunion. Et je me suis retrouvé totalement isolé. J'étais le seul à dire qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé à Moscou et que le Parti communiste français doit réagir contre un putsch. Et la réponse de mes camarades et des cadres du parti, c'était oui, mais Yeltsin a été élu, alors on ne peut quand même pas être antidémocrate, etc. Mais je dis, mais le Parlement aussi a été élu. Malgré tout, c'est un putsch, etc. Enfin, on sentait une grande prudence, qui donnera les suites qu'on connaît par la suite. Hein. Chacun. Et donc, c'était mon premier couac avec des leaders de notre grand et vieux parti. Bon, le volet français de la chose est aussi quelque part révélateur pour la France et pour le communisme en France. Et d'une certaine façon, la façon dont ce putsch à Moscou a été accueilli montre qu'il y avait quand même, quand je dis que le ver était dans le fruit, comme tu as dit, le ver était dans le fruit en Russie, le ver était dans le fruit en France aussi, et pas seulement au niveau de la société, mais même dans ce qu'on appelait le mouvement communiste. Bon, donc ça, c'est une petite digression, mais je pense que c'est important de le mentionner, parce que nous sommes ici et que nous devons prendre nos responsabilités ici par rapport à une histoire qui, pour le coup, est la nôtre et pas seulement une histoire russe. Donc voilà pour l'introduction. Le deuxième aspect, c'est qu'évidemment... comme, grosso modo, tu l'as laissé entendre à partir du premier bouquin, en 93, la Russie vient d'être engagée dans ce qu'on a appelé la thérapie de choc, puisqu'elle avait été lancée en janvier 1992, oui. Donc, pratiquement un an avant, mais le démontage idéologique a commencé en 85-87. C'est-à-dire que pendant pratiquement 7 à 8 ans, la population soviétique, et en particulier la population russe, a été
bercés ou désorientés par une confusion idéologique systématique qui était d'autant plus troublante qu'elle venait de l'intérieur des institutions qui étaient censées défendre le socialisme. Et donc, bien sûr, certains journaux, certains cercles l'ont défendu, mais on a une situation de préparation idéologique qui amène à cette logique de guerre civile. Et donc ça, c'est un point qui me semble essentiel, qui explique évidemment pourquoi en 93, seule une minorité de la population va résister activement. Je dis activement parce que, on verra tout à l'heure les résultats des élections de 93, la population passivement n'était pas d'accord avec ces évolutions. Enfin, je rappelle quand même qu'évidemment, elle n'était déjà pas d'accord en mars 1991, puisqu'elle avait voté à plus de 75% pour le maintien de l'URSS. Donc la population soviétique et la population russe, et plus largement la population des anciens pays du bloc de l'Est, n'a jamais cautionné les réformes néolibérales. Il n'y a jamais eu aucun pouvoir néolibéral arrivant dans aucun des pays ex-socialistes qui est arrivé au pouvoir en annonçant la couleur, quel que soit le pays. Donc ça, il faut aussi le mentionner. Il y a donc une manipulation, que ce soit en Europe centrale ou en Europe de l'Est ex-soviétique. Donc ça, c'est un point important. La thérapie de choc, jamais personne n'a voté pour nulle part. Par contre, la façon dont on a manipulé les opinions publiques a été différente et adaptée. Et là, il faut reconnaître, il faut faire un coup de chapeau à nos adversaires qui ont extrêmement bien su comment manipuler telle ou telle opinion publique de différentes façons en fonction des situations locales, des préjugés locaux, des contextes locaux. Je veux dire, là, on voit évidemment que tout le système de pénétration idéologique, d'ONG, tout ce système, grosso modo, sorosien, a été absolument d'une efficacité à toute épreuve pour comprendre comment on peut jouer sur les contradictions internes des différentes sociétés. Ce qui m'amène évidemment à mentionner une chose, et c'est là où nous sommes encore très faibles, c'est que si on analyse très bien les différentes tendances politiques qui se sont manifestées dans ces pays, et donc en particulier en Russie, au cours de cette période, on n'a toujours pas vraiment fait une analyse de classe de la société soviétique finissante et des classes sociales qui émergent dans le contexte du capitalisme qui s'introduit. Parce que même si effectivement il y a pu avoir des ingérences extérieures, et même beaucoup d'ingérences extérieures, ces ingérences extérieures sont évidemment possibles si le corps social intérieurement les accepte, ou tout au moins en partie les accepte, ou au moins se sent désarmé. Et donc, il faut considérer, revenir à la vieille thèse de Staline, je sais que c'est pas toujours très à la mode de citer Staline, mais la vieille thèse de Staline qui dit que la lutte des classes s'exacerbe au fur et à mesure qu'on construit le socialisme. Alors on peut évidemment réfléchir un peu autrement à cette thèse, mais je pense que ce qui s'est passé dans les pays de l'Est après Gorbatchev prouve qu'il y a une lutte des classes dans le socialisme. Et pas seulement dans le capitalisme. Et que c'est pas uniquement une affaire de complot et de dirigeants méchants ou carriéristes, c'est aussi ça, mais il y a une véritable classe sociale, ou des véritables classes sociales, qui se sont servis du socialisme comme marchepied pour parvenir au pouvoir, mais une fois au pouvoir, ce sont de véritables néo-bourgeois, nouveaux bourgeois parvenus, enfin appelons-le comme on veut, mais des personnes acquises à l'idéologie conservatrice occidentale bourgeoise, voire réactionnaire, néo-monarchiste, néo-nobiliaire, etc. Donc ça, c'est un point qui me semble important et qui touche en particulier, et on le voit au moment du putsch, justement, ce que montre bien Ostrovsky, à quel point ce qu'on appelle l'intelligentsia libérale, qui a joué à la gauche dans les années 80, est en fait favorable, appelons les choses par leur nom, par un terrorisme bourgeois. Parce qu'au moment du putsch, ils appellent à tuer, à exterminer, et certains, et Ostrovsky le disent, il y a 1/5 de la population russe qui est inutile.
dont il va falloir se débarrasser. Alors, si ce n'est pas un appel au génocide, moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Vous avez des théoriciens du néolibéralisme en Occident qui disent qu'en fait, la Russie devrait réduire sa population à 60 millions. Pour un pays de 150 millions à l'époque. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon. Donc il faut évidemment, et ça, Ostrovsky donne des citations, des sources, etc. On voit bien qu'on a affaire à une pression, appelons un chat, une pression exterministe des inutiles, ou pour reprendre un vocabulaire d'avant 1945, des sous-hommes, ou des Untermenschen. Et comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on trouve sur place des collaborateurs locaux qui ne reprennent pas le vocabulaire nazi, mais qui en reprennent l'essentiel, c'est-à-dire ils s'associent aux exterminateurs au nom d'intérêts divers et variés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est évidemment de bien remettre les choses sur leur base, c'est-à-dire l'économie. La thérapie de choc, au bout d'un an, avec ses résultats catastrophiques, ne passe pas dans la population. Et la résistance du Parlement, parce qu'il faut bien dire, le Soviet suprême à l'époque n'est pas un Soviet suprême à majorité communiste. Les communistes sont très bien représentés dans ce Soviet suprême, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc, dans un premier temps, rappelons-nous, en 91, le Soviet suprême de Russie cautionne le changement de régime. Mais les mêmes, 2 ans plus tard, freinent. Parce qu'on voit qu'au sein des élites russes, il y a les gagnants et les perdants. Et que donc, il y a toute une frange non communiste dans le Soviet suprême qui bascule dans l'opposition en disant, dans la thérapie de choc, là, ça va trop loin, nous-mêmes, on y perd des plumes. Hein. Donc une couche de la nouvelle bourgeoisie russe se voit engloutie par le marché mondialisé, par le pillage du pays, par l'inflation galopante, par tant de choses, et la pression d'en bas fait que le Soviet suprême bascule dans une résistance, mais dans une résistance qui ne peut pas être conséquente, puisque la majorité des députés ne sont pas des marxistes-léninistes convaincus. Une minorité l'est, mais il y a une majorité qui ne l'est pas vraiment. Et donc, de façon assez opportuniste, ils s'opposent à cette thérapie de choc, parce que la pression d'en bas, la pression populaire, est très forte. Alors bon, je rappellerai quand même, pour que vous compreniez les choses, à quel point la Russie, le programme est de piller la Russie. Je vous parlais réduire la population à 60 millions d'habitants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif est de désindustrialiser le pays, de le transformer en pays du tiers-monde, et d'en faire un pays fournissant des matières premières à l'impérialisme. C'est-à-dire, c'est une stratégie coloniale. Tout simplement, la vieille stratégie coloniale qu'on a connue dans les pays du Sud, bah, pourquoi pas l'exporter à l'Est. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Parce que si nous voulons comprendre où nous, en Occident, nous en sommes, eh bien, le capitalisme a survécu à sa crise déjà à l'époque parce qu'il a trouvé un énorme terrain de pillage qui a tout simplement prolongé son existence. Et la rage que l'on a aujourd'hui en Occident contre la Russie, on peut en penser ce qu'on veut de Poutine, mais il y a une rage contre la Russie, c'est que tout d'un coup, elle a dit « j'en ai marre d'être pillé ». Et que du coup, le capitalisme ne trouve plus son marché de pillage qu'il avait trouvé ou cru trouver dans les années 90. Et donc le putsch de 93, il était là justement pour garantir ce pillage. Et d'ailleurs, ce pillage va se renforcer à partir de 1993. Je donnerai quelques chiffres pour que vous ayez quand même en tête, alors qu'ils sont dans l'ouvrage. Chaque entreprise soviétique privatisée a été vendue pour une valeur moyenne de 14 millions de dollars. Ce qui est évidemment bien en dessous des prix du, entre guillemets, marché. Les bénéfices, entre guillemets, tirés de la privatisation en Russie à l'époque sont de 7 milliards de dollars, alors même que la Hongrie,
Hein, vous regardez la taille des deux pays, alors même que la Hongrie avait pu tirer 15 milliards de dollars de ces privatisations et qu'au même moment, le Brésil tirait 67 milliards de dollars de ces privatisations. Donc la Russie tire moitié moins de la vague de privatisation, je parle l'État russe, que la Hongrie. Donc si on n'appelle pas ça une trahison, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Alors évidemment, pour qu'il y ait trahison des élites, c'est qu'elles y trouvent leur compte, elles y ont trouvé leur compte, parce que les capitaux qu'elles ont reçus en passant, elles les ont placés à titre privé dans les pays, dans les paradis fiscaux, qui évidemment sont constitutifs du capitalisme que nous connaissons. Et tout cela s'est fait sous l'influence de conseillers, hein, à l'époque, donc déjà avant le putsch, mais alors après le putsch, ça devient absolument la règle, c'est-à-dire que vous aviez des étages entiers des ministères économiques de la Russie, où vous aviez des conseillers américains et autres qui en fait avaient le titre de conseiller, mais étaient tout simplement des fonctionnaires coloniaux. Pour parler dans le langage. Alors, autre point aussi sur lequel j'attire l'attention, et il le dit, Ostrovsky, c'est l'opinion publique, mais en France, on est dans la même situation, nous présente les dirigeants qui prennent ces décisions comme des gens stupides, bêtes. Non, Macron n'est pas plus bête qu'un autre, et Yeltsin n'est pas un imbécile non plus. Il était alcoolique, mais enfin, ça ne l'empêchait pas d'être pas totalement débile. Hein. Donc, cet argument de la débilité ou de la stupidité des dirigeants de ces pays, c'est un argument qui nous empêche de voir le fond de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une lutte de classe et on peut la mener intelligemment. Et la population qui est désorientée voit ça comme une stupidité, alors que c'est pas du tout une stupidité. C'est très intelligent, sauf que pour le compte de qui roule-t-il, hein. Et c'est ça qu'il faut évidemment se poser comme question. Alors je donnerai quelques chiffres qui vous donnent, qui mentionnent, mais qui donnent l'ampleur de la chose. Entre 1990 et 2000, la production d'acier baisse de 2 à 2,5 fois, la production de camions baisse de 3 fois, la production de machines électriques baisse de 4 fois. Quant aux textiles, moissonneuses, batteuses, machines-outils, tout cela disparaît complètement. Les terres agricoles diminuent leur surface d'un tiers. La production de céréales baisse d'un tiers, la production de lait baisse de 2,5 fois, le cheptel diminue de 3 fois, la production de viande de 4 fois, la production de pommes de terre de 5 fois, la production de laine de 12 fois, etc., etc. Enfin, bon, je vous donne ça pour que vous ayez en tête la catastrophe. Mais c'est une catastrophe planifiée. C'est une catastrophe voulue. C'est pas un cataclysme qui est tombé de la planète Mars. Hein. C'est pas un tsunami. C'est quelque chose d'important. Alors pour le coup, tu parlais de lutte ethnique provoquée. Oui. Alors, pour terminer, enfin, sur une note un peu plus, entre guillemets, optimiste, en tant que communiste, Ostrovsky rappelle une chose, que la Russie bolchevique a pris 10 ans pour rattraper le retard économique dû à la Première Guerre mondiale, à la guerre civile, et que donc en 1927, l'économie soviétique avait rattrapé le niveau de 1913. Lui, il écrit en 2014, il dit après 30 ans, on n'a toujours pas rattrapé le niveau de 1987. Bon, alors maintenant, la Russie l'a rattrapé, mais on est, je ne sais plus combien de temps depuis cette époque, et je pense que ça vaut la peine d'être 40 ans, oui, c'est ça, voilà, il a fallu... Alors, je terminerai quand même sur une phrase d'un protégé de Soros, non pas en Russie, mais en Pologne. Enfin, c'est Balcerowicz, le metteur en scène de la thérapie de choc polonaise, qui, sans honte, disait en 89, fin 89, de toute façon, pour construire le capitalisme, il faut d'abord voler le premier million.
C'était dit sans honte. Hein. C'est ce qui explique que, et là encore Ostrovsky souligne l'économie criminalisée de la Russie, puisqu'il estime que 60% des entreprises russes à l'époque sont aux mains de gangs criminels. Donc je vous parlais tout à l'heure, on jouait sur le judaïsme de certains, mais on joue aussi sur la criminalisation, parce qu'en fait c'est des gangs de criminels hein, qui ont pris le côté. Voilà. Bon, bah, c'est l'essentiel. Voilà. La présentation du livre aussi, oui. Puisque on a commencé à parler, c'est bien d'avoir parlé de l'économie, parce qu'en fait le livre commence comme cela. En fait, ça commence, c'est aussi un récit événementiel, donc ça commence à partir de septembre 92, on est en plein dans la thérapie du choc et la privatisation de la Russie, même de l'ensemble, puisque tous les autres pays ex-Union soviétique sont touchés. Ce qui est très intéressant, c'est que tout se passe effectivement à Moscou, alors qu'en fait Moscou n'avait pas vraiment connu la révolution bolchevique. C'est pas là qu'elle a éclaté, hein. La révolution avait éclaté à Saint-Pétersbourg et dans les usines, alors qu'ici l'épicentre, c'est effectivement le début du parlementarisme russe, c'est-à-dire les Russes l'appellent eux-mêmes la Maison Blanche. C'est donc le Parlement qui est sur le bord du fleuve. Là aussi, j'ai une anecdote personnelle à raconter, mais ça sera plus tard. Donc, en fait, c'est donc le début du livre, vous avez 2 chapitres sur les questions économiques. Donc, en fait, on voit que le capitalisme, c'est tout de suite l'endettement massif de la Russie et un plan d'ajustement structurel imposé par le FMI. En fait, les événements sont rythmés tous les 2 ou 3 mois par les échéances de dette à payer. Alors la dette, elle augmente de 40 à 100 milliards de dollars, Club de Paris, Club de Londres, hein, donc vis-à-vis des banques occidentales. Ce qui est très intéressant, c'est que 100 milliards, c'est finalement rien quand on pense à la dette grecque de 350 milliards en 2010, 2011. Donc qu'est-ce que ce sont que ces 100 milliards pour finalement une Russie immense ayant énormément de ressources naturelles et d'industrie. Donc on voit aussi que la dette, c'est aussi une propagande en fait. On fait peur, il faut payer, il faut payer, il faut payer, il faut sinon, etc. On le connaît. J'attire votre attention sur le fait que c'est beaucoup de manipulation, tous ces événements-là. Hein. Même quand on vous dira maintenant là qu'il faut payer la dette française, ayez à l'esprit cela, c'est que c'est tout simplement aussi du discours, hein, que une dette, voilà, il faut la recompter, il faut faire un audit, il faut voir si on la doit vraiment, etc. Là, cette dette est provoquée artificiellement, justement, par ces banquiers occidentaux et par ces fameux conseillers qui sont 1500 dans les structures de l'État. L'auteur décrit où ils se trouvent, il donne des noms. Il donne le nom de personnages douteux comme un certain Birstein, par exemple, qui a une entreprise dans laquelle il incite à la corruption des politiques. Après, ces politiques, ils sont déconsidérés. C'est cela qui enclenche aussi les conflits politiques, etc. On voit ces manipulations sont décrites par l'auteur. Donc là, ça commence en septembre 92 et toute l'année 93 est décrite avec justement ces échéances de dette à payer et Yeltsin qui met la pression sur le Soviet suprême, le Parlement, donc qui est dans ce bâtiment que les Russes appellent la Maison Blanche, pour accepter donc justement des réformes politiques, c'est-à-dire une nouvelle constitution qui lui donnera les pleins pouvoirs pour pouvoir forcer le pays à privatiser et à payer la dette. En fait, c'est ça l'enjeu. C'est transformer très très rapidement le pays avant même que les gens aient le temps de discuter quel type de parlement ils veulent, quel type de régime politique. D'accord, ils ne sont plus dans l'Union soviétique, ce n'est plus la domination du Parti communiste qui n'est plus qu'un parti parmi d'autres, même s'il est le parti le plus fort et qu'il compte toujours 500 000 membres. En fait, les gens n'ont même pas eu le temps de réfléchir à ça, même s'ils sont tous très politisés, beaucoup plus politisés qu'aujourd'hui. Les sociétés des pays de l'Est à l'époque sont très politisées. Moi-même, j'ai participé à 18 ans, j'étais dans différents mouvements, dans des syndicats. À l'époque, quand vous étiez jeune, ce qui était évident, c'est que vous alliez rentrer dans un syndicat, que vous alliez être membre d'un parti politique, que votre vie sociale, c'était pas simplement bosser pour pouvoir payer le loyer, c'était participer à la vie de votre pays et participer à des structures, ce qui n'existe plus, hein, ni ici, ni ailleurs, voilà, on est vraiment dans une dépolitisation totale de nos sociétés. Donc ici, on voit qu'avant que cette société ait le temps d'émerger, donc Yeltsin a poussé par les conseillers occidentaux
qui sont américains, mais qui sont d'autres aussi. Il y a différentes nationalités. Il y a les Anglais, peut-être les Français aussi, mais là, j'aurai une petite anecdote à ce sujet qui m'a interpellée. Donc voilà, il pousse le Parlement, il prend des décrets, le Parlement rejette ces décrets. Et justement, tout l'été 93, il est évident que comme Yeltsin veut dissoudre le Parlement va s'opposer à cela. Et effectivement, le 21 septembre, Yeltsin prend un décret, le fameux décret 1400. C'est très intéressant les chiffres. On se demande aussi s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la symbolique des chiffres derrière, parce qu'ils sont tous un peu dedans. Voilà, il y a une espèce de symbolique très forte. Il prend ce décret par lequel il dissout le Parlement. Donc le Parlement, c'est illégal, puisqu'il y a une constitution, qui est la constitution soviétique, qui ne lui donne absolument pas ce droit-là. Plus, et l'auteur le souligne plusieurs fois, dès l'instant que ce décret est pris, en fait, Yeltsin se met en dehors de la légalité, puisque s'il fait cela, il est de lui-même, la Constitution prévoit qu'il est déchu de son mandat. Donc en fait, quand les parlementaires qui sont dirigés par Ruslan Khasbuatov et Rutskoy, alors je me rappelle bien de la figure de Khasbuatov, à l'époque on pensait que c'était un Tchétchène soviétique, hein, vraiment de culture soviétique, on a envie de dire. C'était quand même des gens qui avaient été proches de Yeltsin. Donc lui, il est président du présidium du Soviet suprême, c'est comme le président du Parlement. Et Rutskoy est à ce moment-là élu lui-même président de la Russie, puisque le Parlement estime que c'est lui qui est légitime. Et il y a 900 quand même députés. Normalement, il était même 1000, mais 900 arrivent à être physiquement présents à ce moment-là dans le Parlement. Et ils estiment tous qu'ils ont absolument le droit, c'est même pas contestable. Pour eux, c'est une évidence que l'État va les suivre. C'est là où ils sont très étonnés et que quand, justement, le blocage de la Maison-Blanche commence. Et là, j'arrive à l'anecdote personnelle, c'est que la première fois que je suis arrivée à Moscou, bon, c'était en 2015, j'étais le 5 février 2015, en pleine guerre contre le Donbass. J'ai été invitée par mes amis, en réalité les communistes d'Ukraine, hein, d'Odessa, hein, à Yalta, à la conférence de commémoration du 70e anniversaire de la conférence de Yalta. Et il se trouve qu'on était, au moment où on est arrivé à Moscou le soir du 4, et on devait repartir. Le lendemain matin, on devait aller à l'aéroport interne pour pouvoir prendre l'avion pour aller en l'occurrence en Crimée, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc Crimée des Russes qui venaient à peine d'être Russes. Donc voilà, on a été logé à l'hôtel Ukraina. Et en fait, c'est à une encablure du Parlement en question, en fait. Et la première balade que j'ai faite, c'était là, en fait. Et je suis sortie et j'ai vu cet immense bâtiment blanc, justement, qui est entouré de bâtiments d'habitation avec des cours. Et ces cours, après, sont décrites dans le livre, puisque c'est là que s'est jouée la tragédie. Et en fait, je me suis bien rappelée, parce que moi, je me rappelle bien de quand cet événement a lieu, quand le Parlement a été bloqué, a été bombardé. Donc, il a été bloqué du 21 septembre au 4 octobre, et donc bombardé le 4 octobre 93. Moi, j'avais 22 ans. J'étais déjà arrivée en France. Je faisais mes études à Nancy. Et je me rappelle bien de ce qui avait été dit à la télévision française à l'époque. C'est que tous les médias français étaient pour Yeltsin, pour le bombardement d'un Parlement. Et moi, ça me semblait ahurissant, quoi, qu'on puisse accepter ce genre de choses, qu'on puisse soutenir que des militaires tuent des élus, quoi, en fait, d'un pays, quel que soit le conflit qui puisse avoir lieu. D'ailleurs, justement, à ce sujet, je me suis intéressée un peu à la réaction de la France à l'époque. Ce que l'auteur dit, c'est très intéressant, c'est que la veille de bloquer entièrement le Parlement, parce que c'est un véritable blocus, évidemment, Yeltsin consulte, il le dit lui-même dans ses mémoires, avec les Américains, mais il téléphone aussi à François Mitterrand. Voilà. Et donc, Mitterrand est tout à fait au courant de ce qui va se passer. Et là où c'est très intéressant par rapport à la France, c'est qu'il y a l'absence de la France en tant que pays, en tant que grande puissance. C'est-à-dire au moment où cette tragédie a lieu, où des gens vont être massacrés à Ostankino, c'est-à-dire la télévision russe, en fait, la France fait comme s'il ne se passait rien. Et la France, qui est quand même membre du Conseil de sécurité, qui est quand même une grande puissance à l'époque, qui quand même a un lien privilégié, qui a quand même des accords politiques avec la Russie, rien, il ne se passe rien.
D'ailleurs, il faut lire le texte. Mitterrand donne un entretien qui est sur le site de l'Élysée. Hein, vous pouvez le lire en tapant dans Google. On voit l'entretien qu'il donne à je ne sais plus quel journaliste à la télé. Et en fait, il parle de la grève à Air France, de ceci, de cela, de l'Europe, bien sûr. C'est très lénifiant. On voit d'ailleurs à quel point, en l'occurrence, s'il y en avait un qui n'était pas très intelligent, c'est Mitterrand. À mon avis, derrière, il y avait vraiment des gens qui le manipulaient bien. Parce que là, il se passe quelque chose qui est important pour l'avenir du monde, en fait. Il s'agit quand même d'une puissance nucléaire, n'est-ce pas? Et rien, il ne se passe rien, c'est pas important, dormez braves gens, surtout concentrez-vous sur votre petite consommation et ne vous intéressez pas à la grande politique, c'est pas vos oignons. Ça c'est très intéressant, ça c'est vraiment, ça m'a frappé, c'est aussi pour ça que malheureusement nos camarades communistes de l'époque n'ont pas réagi, hein, ils ont été embrigadés dans l'idée qu'il ne se passait rien alors qu'il se passait effectivement quelque chose de très grave. Donc Yeltsin décrète le blocus du Parlement. Par exemple, là je peux vous lire une ou deux lignes qui sont quand même assez glaçantes parce que moi je ne savais pas tout ça, là j'ai appris énormément de choses. Le lendemain vers 10h, Tchernomyrdine donne l'ordre de débrancher les lignes téléphoniques urbaines de la maison des soviets. Les comptes du soviet suprême furent bloqués presque immédiatement. Le Parlement se retrouva sans moyen de communication ni de transport, sans argent. Dès le premier jour, les forces de police firent leur apparition devant la Maison-Blanche, la Cour constitutionnelle, le Mossoviet, la mairie. Voilà, qui étaient ces gens, etc. Donc là, il y a une description très minutieuse de la façon... D'un putsch. Voilà, d'un putsch. De la façon dont donc, tout ce bâtiment dans lequel il y a, outre les députés, tout leur secrétariat, le staff technique, il y a au moins 2000 personnes qui sont dans ce bâtiment de 19 étages, ou même de 20 étages, énorme, qui est vraiment énorme. Il y a donc voilà, ils sont bloqués, donc ils sont bloqués par parce que voilà, donc ils ont l'électricité et l'eau sont coupées aussi. Donc là, ça c'est très, enfin, je veux dire, je ne comprends même pas qu'on n'en ait pas parlé plus à l'époque, même aucun média, parce qu'il y a des journalistes à l'intérieur aussi. Il y a aussi des journalistes occidentaux. Il y a même des journalistes qui vont mourir dans les fusillades, en fait. C'est ça, et personne n'en a jamais parlé. Moi-même, j'étais surprise d'apprendre qu'il y avait 70 journalistes à la fin qui étaient dans la Maison-Blanche et que même dans la fusillade de la télévision, il y a eu des journalistes, en l'occurrence américains, anglais et allemands, qui sont morts. Hein. Donc là, pareil, leurs confrères n'ont jamais rien dit et n'ont jamais crié au scandale, en fait. Ça, c'est très intéressant et c'est très flagrant. Donc, on a ce blocus se met en place. Alors, il y a une description très minutieuse des différentes forces militaires qui sont en place. On s'aperçoit qu'il y a le Parlement a ses propres forces de police qui lui sont fidèles. Mais, comment dire, il y a la police s'appelle milice. Hein, donc, quand vous lisez le livre, quand vous lisez le mot milice, évidemment, il ne s'agit pas, au contraire, d'un mercenariat privé, mais de la police officielle. Mais il y a des groupes, comment dire, militaires, on peut dire privés, publics, parapublics. Justement, il y a un groupe de type qui s'appelle Barchakov, par exemple. Il y a des Cosaques divers et variés. Il y a, justement, il y a une milice juive, le Bétar. Donc, en fait, l'auteur, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il décrit que, finalement, qui était qui est très compliqué à savoir, que ce n'est pas aussi simple comme un simple affrontement entre les uns et les autres, qu'à l'intérieur du Parlement, il y avait aussi une fausse opposition, voilà, que certains pouvaient être des traîtres, et qu'on ne l'a pas su tout de suite, en fait, hein, qu'il y avait des... En plus, on voit bien que voilà, dans une telle confusion, on voit très bien que... on voit très bien déjà le démantèlement de l'État qui a eu lieu déjà avant, puisque justement ces différentes forces de police n'obéissent plus à une structure verticale. C'est pour ça que pour les Russes, c'est très important, la structure verticale du pouvoir. Quand quelque chose comme ça a lieu, au moins ils sont sûrs voilà, de comment les forces de police vont obéir. Là, on voit que chaque entité obéit à d'autres hommes politiques. Et du coup, il y a un chaos et une confusion qui s'installent. Donc... on assiste dans le livre donc à une description minutieuse du blocage, de la façon dont les députés vivent à l'intérieur, donc ils prennent des décisions, et notamment ils destituent Yeltsin, selon la Constitution. Ils prennent un décret ils appellent notamment le peuple à les soutenir, et effectivement, donc le 30 septembre, il y a des manifestations, mais comme tu l'as si bien dit, en fait, en réalité, la plupart des gens qui sont pour
pour le Soviet suprême, qui se sentent soviétiques, parce qu'en fait, ils utilisent le drapeau soviétique. Il y a le drapeau rouge est leur principal drapeau. Pour eux, c'est le drapeau de leur État, en fait. C'est principalement des gens qui vivent dans les régions et pas à Moscou, ou dans la banlieue de Moscou, à la limite. Et à un moment donné, le Parlement pense, les dirigeants du Soviet pensent que tout le pays les suivra, parce que la région de Sibérie a déclaré qu'elle ferait sécession et n'obéirait pas à Helsinki. Donc on voit bien que c'est quand même la Sibérie, hein, c'est là où ça se passe, c'est là où il y a les industries, où il y a le pouvoir. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Alors on va, voilà, je vais vous... alors il y a... L'auteur décrit beaucoup les manifestations, comment elles sont apparues, où elles allaient. Vous avez vraiment toute la topographie de Moscou. Et c'est là où justement je me suis bien rappelé du Parlement et de comment il est construit, effectivement, qu'il y a autour des immeubles, des cours, il y a aussi des souterrains. Il y a aussi, le Parlement est ravitaillé par les souterrains. Ils ont, comme ils disent, leur propre piste Ho Chi Minh. Ça, c'est très, très intéressant. Parce qu'une partie des forces de l'ordre est quand même de leur côté. Puisque justement, voilà quoi, il y a véritablement une possibilité de guerre civile qui se met en place. Pour l'auteur, beaucoup de ces manifestations ont été manipulées en fait. C'est-à-dire le peuple s'est rassemblé sur des places, notamment le 3 octobre qui est la journée cruciale, et s'est dirigé vers le Parlement pour le débloquer. Mais en réalité, le but était pour lui, beaucoup de ces manifestants, enfin parmi ces manifestants, il y avait des agents qui les ont dirigés de telle façon à ce que justement il y ait une fusillade, qu'on puisse accuser le Parlement d'être lui l'auteur du putsch, et envoyer les Charles IV. En fait, c'est une espèce de piège dans lequel les gens sont précipités. Et là, je vais vous dire, l'auteur le décrit sur plusieurs centaines de pages. C'est, bon, malheureusement, c'est très précis. C'est très important pour les Russes aussi, évidemment, quand eux lisent ce livre-là, c'est très précis pour eux, ils savent qui est qui, etc. Pour nous, ça peut être plutôt, comment dire, une description de ce à quoi il faut faire attention quand on est actif politiquement. C'est-à-dire quand on a une structure et quand, voilà, justement, vous êtes dans une manifestation, maintenant nous on le sait en France, n'est-ce pas, que quand quelqu'un dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire attention, mais qui le dit? Est-ce que ce n'est pas un piège? On sait très bien maintenant que les fameux Black Blocs, ce sont des policiers déguisés, n'est-ce pas? Mais il a fallu quasiment plusieurs dizaines d'années pour qu'on le sache, n'est-ce pas? C'est une espèce de pratique. Alors que là, l'auteur le montre que les Russes ne le savaient pas, ils ne savaient même pas qu'on pouvait manipuler une manifestation. Ils ne savaient pas qu'on pouvait créer une fausse opposition. Et la fausse opposition aussi, c'est très intéressant, parce que la fausse opposition, ce sont des politiques qui sont soi-disant de votre côté, mais qui à la dernière minute vous trahissent, alors qu'en réalité, ils étaient déjà mis dedans, à l'intérieur, pour justement, déjà pour renseigner la partie adverse, n'est-ce pas, et justement pour vous manipuler. Et c'est là où justement on en vient à la question, j'ai envie de dire, française, et je vais vous montrer un livre qui m'a beaucoup parlé à propos de la fausse opposition. Justement, qui a inventé tout ce système de fausse opposition? On pense toujours que c'est les Américains en réalité. La fausse opposition, l'infiltration, les manipulations. Mais en fait, il faut revenir à l'histoire de la France, et notamment à la guerre d'Algérie. Voilà, et à l'armée française, post-vichiste, j'ai envie de dire, notamment un certain colonel Lacheroy, Marcel Bijard, Pierre Sergent, enfin tous ces gens-là que nous, on ne connaît pas, hein, et moi, dans ma génération, et alors plus jeune encore moins. Or, en fait, ça a été théorisé, la guerre psychologique, la guerre subversive a été théorisée, et créer une fausse opposition pour attraper la vraie opposition et la manipuler, ça a été pratiqué notamment pendant la guerre d'Algérie. Le faux FLN, ce qu'on appelait la bleuite, mais même avant la bleuite, il y avait la création d'un faux FLN, notamment par le fameux capitaine Pierre Sergent. Moi, j'apprends tout ça. Et justement, ce sont ces militaires français qui ont été putschistes. Hein. Ce sont les mêmes militaires qui, après, ont fait le putsch en 61, qui ont créé l'OAS, qui ont voulu tuer De Gaulle, etc. Donc, et donc, justement, l'enseignement de la guerre subversive, normalement, n'était plus enseigné en France. Normalement, l'armée française a été épurée de ces éléments dans les années 60. Mais par contre, ils allaient porter leur bonne parole
en Amérique latine et aux États-Unis. Donc, et c'est revenu, je pense, sous une forme améliorée, malheureusement, de nos jours. C'est là où, justement, c'est très difficile, hein, en fait. Je me suis dit, il faut être lucide sans tomber dans la paranoïa, et c'est pas du tout facile. Je reviens donc au livre. Donc, vous avez la description, non seulement des manifestations, du fait que certaines, comment dire, le déblocage de la Maison-Blanche a été probablement un piège, puisque justement, à ce moment-là, quelqu'un a donné l'idée, l'ordre, de marcher sur la télévision. Donc les manifestants, ce 3 octobre, dans la soirée, marchent sur la télévision, qui est assez loin en fait, hein, qui est assez loin. Donc, le bâtiment de la télévision s'appelle Ostankino, vous avez tout un chapitre là-dessus. Et c'est là que justement, il y a une fusillade absolument abominable, et c'est là où il y a le plus de morts, puisqu'effectivement, il y a des militaires lourdement armés. Hein. Là, on parle vraiment... Alors, vous avez toute la description de toutes les armes, hein, les mitrailleuses, les fusils mitrailleurs, enfin, et c'est tiré sur des gens absolument désarmés, ou pour les volontaires, voilà, très légèrement armés, hein, voilà, et en plus de gens pas formés, en fait, en réalité. Donc, vous avez, c'est surtout à Ostankino qu'il y a le plus grand massacre. Et justement, c'est cette fusillade-là d'Ostankino qui est le prétexte pour Yeltsin de crier dans les médias qui lui sont à ses ordres que c'est le Parlement qui fait le putsch et de donner l'assaut au Parlement le 4 octobre. Et là, c'est vrai que vous avez tout un chapitre là-dessus. Ce sont les derniers chapitres qui sont absolument terribles. Là, d'ailleurs, je voulais vous lire au moins un fragment pour que vous voyez un peu... voilà... Alors voilà. Alors voilà, oui, voilà, là, ça je vais vous lire tout petit fragment. Donc autour de la télévision, les gens, les manifestants sur lesquels une partie de l'armée tire se réfugient dans un bosquet de chênes. Le bosquet, lisons-nous plus loin dans Anathème, donc c'est les mémoires. Alors, l'auteur a travaillé beaucoup sur les mémoires, sur des témoignages. Il a lui-même interrogé des gens qui ont été là, en fait, et, heureusement juste avant que ces personnes-là décèdent. Donc on a vraiment tous ces témoignages et il a toutes les sources. Ce bosquet était un lieu d'exécution idéal, avec ses quelques centaines de mètres de largeur, 250-300, et son demi-kilomètre de long. D'un côté, sur le flanc droit, il était flanqué sur toute la longueur d'une haute clôture qui le séparait du territoire de la tour de télévision et ne permettait pas d'échapper au piège. De l'autre côté s'étendait le centre technique, le bâtiment ASK3, d'où les forces spéciales du ministère des Affaires intérieures tiraient à la mitrailleuse et au fusil d'assaut sur les gens préalablement poussés dans la souricière. En plus des tirs de barrage provenant du centre technique, du flanc gauche, on visait également le bosquet depuis la rue Korolyov et le centre de télévision de face. Depuis le toit, les tireurs avaient tout le bosquet en ligne de mire. Il était également traversé de part en part par les mitrailleuses lourdes des BTR depuis la rue Korolyov. 5 à 7 blindés de la brigade Zakharov étaient alignés devant le passage souterrain et tiraient sur ceux qui avaient tenté de trouver refuge derrière le transformateur, les caisses du restaurant 7e siècle, le bosquet. Et c'est là justement où les correspondants étrangers sont morts, aussi des occidentaux, puisqu'il y avait de nombreux journalistes qui simplement couvraient l'événement. Et le nassage aussi, voilà, la technique de la nasse, le quadrillage aussi, le quadrillage comment dire, c'est-à-dire entourer un lieu et nasser les gens. Et puis après, bah, soit les frapper, soit les emprisonner l'un à l'un. D'ailleurs, le quadrillage, ça nous rappelle la bataille d'Alger, n'est-ce pas? Le fait aussi, la fausse manifestation qui consiste justement à faire en sorte qu'on laisse les gens arriver sur une place on pose des snipers sur le toit. Les snipers tirent sur les forces de l'ordre qui après pensent que c'est les manifestants et qui vont attaquer les manifestants. Ça, on le sait maintenant, mais à l'époque, c'est le Maïdan. Mais le premier Maïdan de ce genre, c'est la semaine des barricades à Alger, en fait. C'est très intéressant, hein, parce qu'on s'aperçoit maintenant des différentes techniques. Et ces techniques, malheureusement, on est obligé maintenant de les connaître si nous voulons réussir nos propres activités politiques. Donc, je vous l'ai lu donc, ça, c'est le massacre d'Ostankino. Il y avait aussi, évidemment, parmi ces personnes, il y avait aussi de nombreuses femmes. Autour de la Maison-Blanche, il y avait aussi même des enfants, puisqu'il y avait des gens qui se sont réfugiés là-bas, en fait, qui avaient déjà... qui étaient venus chercher refuge auprès du Parlement, dans des tentes, dans un village de tentes qui était tout autour.
Et c'est justement sur ce village de tentes que le 4 octobre au matin, à 6h30, Yeltsin donc fait tirer sur, d'abord, alors pareil, avec des armes très sophistiquées, puis après, carrément avec des blindés qui tirent sur les derniers étages, ce qui fait que le bâtiment prend feu. Mais on ne permet pas aux personnes de sortir, et surtout Yeltsin ne veut pas négocier. Il refuse même les négociations. En fait, alors que même de drapeaux blancs a déjà été hissé et que de nombreuses, même des personnalités religieuses, le patriarche, de nombreuses personnes veulent négocier déjà. Donc en fait, Yeltsin ne permet pas et effectivement, le Parlement est pris d'assaut et il y a un massacre à l'intérieur. C'est là où on ne sait pas combien de gens sont morts, hein, puisque l'auteur a réussi à retrouver des personnes qui témoignaient de mares de sang, notamment dans le sous-sol. Parce que dans le Parlement, il y avait aussi une cantine, il y avait, voilà, il y avait tout ce qu'il faut comme infrastructure dans un bâtiment qui pouvait abriter jusqu'à 2000 personnes. Et tout cela a été appelé la victoire de la démocratie, c'est ça en occitan, n'est-ce pas? Voilà. Alors voilà, ça c'est vraiment terrible hein, quand on y pense. Voilà, c'est ça. Et oui, parce que c'était, moi je me rappelle bien aussi de la propagande occidentale. C'était les rouges-bruns, n'est-ce pas? Les fameux rouges-bruns. Pourquoi? Parce qu'il y avait le drapeau rouge sur le Parlement, mais il y avait aussi certains des défenseurs des volontaires cosaques qui avaient le drapeau tsariste. Il y avait aussi, et il y avait les orthodoxes. Donc évidemment, si vous voyez l'aigle à double face, qui est aussi l'emblème de l'Église orthodoxe, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'était facile de dire c'est les rouges-bruns, etc. C'est quand même fou que ça marché, en fait, hein, en plus, ça qu'on a accepté cette interprétation. Moi, ce qui m'a frappé aussi en terminant le livre, qui est effectivement glaçant sur ça, c'est que donc Yeltsin emprisonne tout le monde. Il y a des quantités de gens dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, en fait. Oui. Voilà, une partie des politiques trahis, puisqu'ils reçoivent des postes. Ah oui, par rapport à l'armée aussi, voilà, ce qui est très important, c'est que les manifestants qui défendaient le Parlement ne pensaient pas une seconde que l'armée soviétique pouvait tirer sur eux. Pour eux, c'était impensable, ce n'était pas possible. C'était voilà, c'était la glorieuse armée, l'armée du peuple, comment est-ce possible? Et effectivement, il y a aussi, dans le dernier chapitre, vous avez la description basé sur des témoignages de militaires hein, que l'auteur a retrouvés, que en réalité les forces spéciales, les alphas, etc., les parachutistes ont refusé de tirer sur le peuple. Ce qui a obligé Yeltsin à trouver des mercenaires, qui sont ce qu'ils appellent les Afghans, c'est-à-dire les anciens militaires de la guerre en Afghanistan, probablement des gens traumatisés, etc., mais qu'on paye. Et même les tankistes, les conducteurs de chars ont refusé et ils en ont soudoyé certains en leur octroyant des appartements, des avantages, etc. Et donc c'était en fait en constituant une armée de mercenariat, une armée dans l'armée que Yeltsin a détruit et sa clique ont détruit, ses bandits ont détruit ce qui était le début du parlementarisme russe finalement en fait. Hein. Donc il ne faut pas s'étonner d'une part que l'armée russe était extrêmement traumatisée après. Et que par tout ça, extrêmement divisée, puisque quand même on s'est servi d'elle contre des femmes et des enfants, comme l'un a dit, nous n'avons pas été formés pour tirer sur des secrétaires et des dactylos. Bah oui, effectivement. Donc cette armée-là, après, elle est entraînée dans la guerre en Tchétchénie. Mais par qui? Mais par Yeltsin aussi. La guerre en Tchétchénie, c'est juin 1994. Et en fait, et là pareil, Yeltsin refuse de négocier. Alors qu'en réalité, dans la première confrontation avec les Tchétchènes demandaient qu'une autonomie en réalité. Et probablement aussi, il y avait une histoire avec les privatisations. Ils s'opposaient probablement aux privatisations de leurs terres et de leurs entreprises. Et donc, en fait, il n'était pas du tout dit que c'était obligatoire, ethnique, que c'était des haines ancestrales, etc. Pas du tout. C'est parce que Yeltsin avait refusé de la moindre négociation et que son ministre de la Défense, Pavel Grachev, qui était aussi celui qui avait donné l'assaut au Parlement, en fait. C'est aussi celui qui a lancé les troupes à l'assaut de la Tchétchénie, alors même que les politiques tchétchènes, qui étaient donc formés dans l'Union soviétique, voulaient négocier. Voilà, donc je pense que la morale pour nous, c'est bien sûr, ah oui, voilà, donc la morale pour nous aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué pour la Russie de sortir du système dans lequel ils sont actuellement. Oui. C'est-à-dire la constitution actuelle avec ce régime présidentiel fort, c'est celle qu'Yeltsin a imposée juste après, puisqu'il a détruit le Parlement, il a fait une nouvelle constitution, il s'est octroyé les pleins pouvoirs. Voilà, donc au moment où les oligarques Berezovski mettent un inconnu au pouvoir, c'est-à-dire Vladimir Poutine, dont ils pensent qu'il sera une marionnette,
En fait, ils ne savaient pas heureusement pour les Russes, que Vladimir Poutine n'était pas du tout de leur côté. Probablement qu'il y avait quand même à l'intérieur donc de l'armée, notamment et des services secrets, donc une opposition qui a pu progressivement émerger et, rendre la Russie souveraine et indépendante comme aujourd'hui. Par contre, c'est compliqué de sortir du système de la Constitution. C'est presque impossible, en fait. Et effectivement, là, je dois dire que l'auteur est assez critique vis-à-vis du Parti communiste. Il critique aussi Zyuganov comme ayant été très mou et n'ayant pas du tout été clairvoyant à l'époque, alors que c'était, à l'époque, Zyuganov dirigeait déjà le Parti communiste plus la coalition avec les autres partis, et qu'il n'a pas du tout été assez clairvoyant pour prendre les choses en main et comprendre ce qui se passe. Donc je ne sais pas si, entre-temps, je pense que le Parti communiste russe s'est ressaisi, mais la situation est déjà beaucoup plus difficile, puisque l'Occident, comme on voit, a poussé à la confrontation, et on est dans une véritable guerre. Et je vais finir là-dessus pour vous dire à quel point la situation est difficile. Moi-même, je reviens de Pologne où j'étais un mois et demi. Je suis allée, pour des raisons familiales, à la frontière, donc à Lidzbark-Warmiński, tout proche de Braniewo et Bartoszyce. C'est à la frontière, c'est à 20 km quasiment de la frontière. J'étais dans un village à la frontière quasiment à la frontière de la Russie, en fait, de la frontière entre l'Union européenne et la Russie. C'est en fait, oui, tout à fait, c'est Kaliningrad, vous voyez, donc en fait, c'est le lieu où j'étais, c'est quasiment la banlieue de Kaliningrad, c'est-à-dire du temps où c'était Königsberg, tous ces villages-là, c'était la banlieue, en fait. Maintenant, c'est la Pologne, et ce qui est très intéressant, j'ai fait une enquête un peu en discutant avec les gens, etc., pour voir comment ça se passe. Il y a énormément d'armées là-bas. Il y a plusieurs bases militaires. Il n'y a pas que les 20 000 soldats et techniciens américains. Il y a aussi 140 000 forces polonaises. Il y a des bases très sophistiquées tout autour. Il y a une bourgeoisie locale qu'on gave de subventions européennes. Vous ne pouvez même pas imaginer. Des gens qui sont devenus richissimes, sans rien, simplement parce qu'on leur donne des subventions européennes sur la base de subventions européennes pour l'innovation, subventions européennes pour les entreprises. Dès que vous avez un hectare de terre, vous touchez des subventions, soi-disant pour l'écologie. Toute cette bourgeoisie locale est gavée d'argent. Et la seule chose qu'on lui dit, c'est « vous allez faire un saut sur Kaliningrad ». Vous allez faire un saut sur Kruleviec, comme ils disent, parce que ça ne s'appelle plus Kaliningrad. Côté polonais, ça s'appelle Kruleviec. C'est un nom du XVIIe siècle, quand même. C'est même pas le nom allemand, voilà. Et en fait, ces gens-là s'imaginent, cette bourgeoisie s'imagine, qu'un petit saut parachutiste sur la ville de Kruleviec, c'est rien du tout. Après tout, c'est une ville modeste de 100 000 habitants. Parce qu'ils ne voient pas la Russie, vu qu'ils sont en face uniquement de l'enclave, qu'ils connaissent pour certains, puisqu'il y a eu, avant la fermeture de la frontière, il y a une dizaine d'années, il y avait du tourisme, il y avait du commerce, il y avait du trafic. Bon voilà, même les Russes venaient souvent en Pologne et vice-versa. Là, cette bourgeoisie locale est tout à fait contente. On peut la lancer dans la guerre, il n'y a pas de problème. C'est là où c'est le plus dangereux, je vais vous dire. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est tous les jours les incidents frontaliers. Les histoires de drones, d'avions, c'est tous les jours en Pologne. Et en fait, on nous habitue à l'idée que la guerre est inévitable, inéluctable, qu'elle est déjà là, c'est juste une question de temps. Voilà, je sais qu'ici, on ne sent, peut-être qu'on ne le voit pas, mais je vous assure que même moi, par rapport à Varsovie ou au sud de la Pologne, où les gens sont très remontés contre les bandéristes, contre l'Ukraine, etc., bon voilà, contre même les millions d'Ukrainiens qui vivent en Pologne et qui touchent différentes subventions et allocations, etc. Donc là, le sud et Varsovie, c'est très différent. Dans le nord, ils sont prêts à la guerre contre la Russie. Et c'est, à vrai dire, c'est horrible. Merci. Ça, moi j'ai mon hypothèse, mais bon, je l'ai déjà élaborée, mais j'ai pas tous les éléments en tête, enfin tous les éléments en main, pardon. Mon point de vue, j'essaie d'avoir une analyse de classe de la Russie, et de la Russie après le retour du capitalisme. Et ma thèse, c'est que vous avez en Russie, dans la foulée du développement du capitalisme, deux bourgeoisies qui commencent à se développer. Une bourgeoisie qui est totalement liée à la mondialisation capitaliste, ce qu'on appelle dans le langage marxiste classique la bourgeoisie comprador,
et une bourgeoisie nationale, comme dans tous les pays coloniaux, qui a intérêt à préserver le marché national. Alors il faut bien avoir en tête, et vous avez qu'à lire Zbigniew Brzezinski, que la stratégie des États-Unis après la chute de l'URSS, c'est la chute de la Russie. C'est-à-dire le partage de la Russie en petits micro-États, et donc la fin de tout marché russe. Et donc je pense qu'il y a eu une rébellion de la bourgeoisie nationale russe, et quelque part Poutine est sa manifestation, c'est-à-dire d'une fraction d'anticommunistes. Poutine est anticommuniste, il ne faut quand même pas se leurrer, d'anticommunistes qui ont cru que la Russie pourrait devenir ce qu'on appelle aux États-Unis le junior partner des États-Unis, c'est-à-dire finalement un pays associé à l'empire mondialisé, et qui a découvert dans le courant des années 90 qu'en fait on ne prévoyait pas du tout une Russie intégrée. Je rappelle quand même qu'à un certain moment, Poutine demande l'adhésion de la Russie à l'OTAN. Donc Poutine a joué le jeu de l'occidentalisation, sauf qu'à un moment, il a compris qu'en fait, on ne lui accordait même pas un strapontin. Si vous regardez les guerres coloniales, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élites locales embourgeoisées dans les colonies qui au début sont favorables à la colonisation et s'associent aux colons, et puis qui au bout d'un certain temps découvrent qu'en fait ils sont les dindons de la farce. Et il y a ceux qui vont plus loin dans la collaboration, puis il y a ceux qui se disent « Non, mais qu'est-ce qui va me rester comme marché ?» et qui se révoltent. Et d'une certaine façon, je pense que Poutine, c'est ça. Alors évidemment, je ne parle pas de l'individu Poutine, je parle du phénomène Poutine. C'est-à-dire que la force de la Russie par rapport à l'Europe centrale, c'est que c'est quand même un immense pays. Et que dans la catastrophe qui s'est passée, beaucoup d'entrepreneurs russes ont eu le temps de comprendre, de voir venir que c'était leur fin programmée. Quelque part, ça explique aussi la réhabilitation sélective de l'Union soviétique actuelle dans la Russie. Parce que, indépendamment des communistes, vous avez en Russie un espèce de pro-soviétisme capitaliste. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire des gens qui sont nostalgiques de l'URSS parce qu'elle a construit une industrie nationale. Mais qui ne sont pas nostalgiques du communisme. Ils sont nostalgiques du fait que les communistes ont construit une économie puissante. Et qui estiment que ça, c'est positif et on ne doit pas le remettre en cause. Et c'est comme ça que j'explique les choses. Alors évidemment, ça nécessite des études beaucoup plus poussées sur justement les structures de classe en Russie, les conflits, mais qui existent, je dirais, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, moi je cite deux noms souvent, mais bon, c'est des noms symboles. Vous avez d'un côté Nabiullina, la chef de la Banque centrale, qui est toujours aujourd'hui sur une ligne FMI mondialisée non assumée, et qui est toujours là. Et puis vous avez Glaziev, qui est favorable à l'eurasification de la Russie, le rapprochement avec la Chine, le rapprochement avec les pays du Sud global, etc. Et qui est ministre de l'intégration eurasiatique. Mais les deux sont au poste. Et les deux sont au poste depuis, j'ai envie de dire, presque 20 ans. Et aucun des deux n'est licencié, alors qu'ils représentent deux pôles contradictoires, qui, à mon avis, sont les deux pôles contradictoires des bourgeoisies en Russie. Et on ne tranche pas. Poutine est en quelque sorte l'arbitre entre les deux choses, entre les clans. Ça doit être... j'aimerais bien être une petite souris dans le Kremlin pour écouter les conversations. Dans les couloirs du Kremlin, ça doit chauffer souvent. À mon avis.
Moi j'ai envie de dire que je ne suis pas sûre même que même là, on aurait eu toutes les informations, parce que ça peut se passer au niveau de tout le pays, ça peut se passer dans d'autres endroits qui peuvent être des centres du pouvoir. Voilà. Moi, j'ai pas évidemment pas de réponse interne directe, mais par contre, je pense qu'une partie de la réponse à votre question est à l'intérieur du premier livre d'Ostrovsky, puisqu'en fait, un peu en creux, puisqu'en fait, il décrit dans son premier livre, il décrit quelles structures de pouvoir sont hostiles au capitalisme. Qui est hostile à Gorbatchev? Quelle classe sociale? Quelle partie de l'État? Et ceux qui sont hostiles au démontage de l'Union soviétique, à la destruction de l'Union soviétique, et puis après à la destruction de l'État russe aussi, hein, parce que qu'est-ce que c'est que quand vous avez une partie de la police qui tire sur des députés, c'est une guerre civile, hein, c'est l'anarchie. Qui est contre? Ce que les Russes appellent les structures de force, Shimoviki. C'est-à-dire toutes les structures de pouvoir qui ont le monopole de la force. Les services secrets, l'armée, et l'armée est énorme, hein, vous savez, là où on vous fait... je vous incite vraiment à lire le livre pour voir que l'armée, voilà, elle est énorme, elle a ses propres entreprises, elle a ses propres régions, elle a ses structures, il y a les forces spéciales, il y a vraiment tout, quoi, dedans. Donc, voilà, donc une bonne partie de l'armée est contre la destruction de l'Union soviétique. La milice, c'est-à-dire la police, pareil, il y a la police d'État, il y a la police régionale, il y a la police dans chaque ville. Ces villes sont énormes. Moscou, c'est 20 millions d'habitants, hein, donc, et vous en avez beaucoup, des villes en Sibérie, justement, qui sont de cet ordre-là. Donc là aussi, vous avez... seule une infime partie de ces structures peut être achetée par l'argent. Oui, bien sûr. Voilà, seule une infime partie. Vous aurez quelques chefs dans des régions, vous aurez l'intelligentsia moscovite, vous aurez, voilà, mais la plupart d'entre eux, ils ne veulent pas que l'Union soviétique disparaisse, et c'est dans l'histoire du faux putsch. Parce qu'en réalité, l'État est du côté des pseudo-putschistes, qui ne sont pas des putschistes d'ailleurs, hein, puisqu'en fait, ils s'appuient aussi sur la légalité soviétique en 91. Voilà, et en fait, vous avez par exemple un certain Shoigu, qui à l'époque est capitaine ou lieutenant, je ne me rappelle plus, en tout cas, lui, il est un officier, qu'on demande d'aller tirer sur des députés déjà en 91, en août 91. Et il refuse. En fait, on le met, il est piégé. Et il sait qu'il est piégé. L'auteur a discuté avec Shoigu, qui est donc aujourd'hui l'un des piliers de l'armée, du pouvoir de Poutine, en fait. Et donc, justement, instruits par les manipulations de l'époque, ces gens-là ont décidé de ne plus se laisser faire et de ne plus se laisser infiltrer. Et je pense que c'est comme ça que Poutine est l'un des leurs. Voilà. Heureusement que dans les services secrets, on sait maintenir un secret, hein, n'est-ce pas? Et donc, petit à petit... Peut-être, hein, moi mon hypothèse c'est qu'il a peut-être été, peut-être même choisi par ces personnes-là dans les années 80, lui ou peut-être d'autres, mais lui il a émergé pour pouvoir jouer le rôle du pantin et pour après pouvoir reprendre le contrôle. Évidemment, derrière lui aujourd'hui, il y a toutes ces structures d'État, il y a un parti politique dans lequel il y a des gens jeunes, voilà, parce que maintenant c'est et voilà quoi. Et il y a aussi tous les autres qui critiquent le capitalisme, comme le Parti communiste, mais soutiennent bien sûr la politique, j'ai envie de dire nationale. Voilà, ça c'est mon opinion. Voilà. Je voudrais rajouter une anecdote à propos de l'armée. Parce qu'il y a quelques années, j'avais rencontré l'ancien ambassadeur de Biélorussie en France, qui était un ancien militaire. Et qui donc était militaire, alors là pour le coup pas 93 mais 91, et qui s'est retrouvé dans l'armée de la Biélorussie parce qu'au moment du partage de l'URSS, il était en Biélorussie et que la règle a été que vous prenez la nationalité de la République dans laquelle vous vous trouvez à ce moment-là, ce qui explique pourquoi par exemple le ministre de la Défense ukrainien aujourd'hui est un pur russe de Russie. Oui, oui. Mais il combat dans l'armée ukrainienne, il dirige l'armée ukrainienne contre la Russie. Il est Syrski, il est de la région de Moscou, Kalouga, par là. Il n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais il est à la tête de l'armée ukrainienne et mène le combat contre l'armée russe en ce moment. Bon, c'est pour vous montrer quand même ce que c'est que lecture. Alors, cet ambassadeur de Biélorussie m'a dit quelque chose auquel on n'a pas vraiment pensé. Il m'a dit, quand en décembre 91, les trois dirigeants félons ont décidé d'annuler le référendum de maintien de l'URSS et de dissoudre l'URSS, nous, les militaires, on a été mis devant le fait accompli et on a été évidemment catastrophés parce que c'est la deuxième armée du monde, c'est une armée nucléaire. Ouais.
Et on nous a mis devant le fait accompli, ben, votre État a cessé d'exister, qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit, mais en fait, personne ne se rend compte que l'humanité est passée à 2 doigts d'une catastrophe. Et qu'il a fallu que les hauts gradés de l'armée soviétique se réunissent entre eux pour dire « mais attendez, les fous ont pris le pouvoir à Moscou, à Minsk, à Kiev, etc. » sans connaître et sans même consulter les militaires de la 2e armée du monde, quand même, première par certains côtés, qui est déployée pas seulement en URSS, mais un peu partout dans le monde, Angola, Pologne, RDA, et j'en passe. Qu'est-ce qu'on fait? Et il a dit, on avait un esprit civique très fort. Et il dit, personne ne le sait, mais j'en parle parce que, comme personne ne le sait, il faut le dire. On s'est réunis en disant, c'est fou, mettre la planète en danger. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Et il dit, il y avait 2 solutions. C'était accompagner la dissolution de l'URSS en se consultant mutuellement pour limiter la casse, mais en gardant quand même au départ l'unité pour au moins démembrer cette armée d'une façon civilisée, ou faire un coup d'État. Et ils ont envisagé le coup d'État. Mais en fait, il me dit, c'est pas dans la tradition russe, le coup d'État. On n'a jamais eu de coup d'État dans l'histoire de Russie. Et le poids de l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Une armée ne fait pas de coup d'État dans l'histoire russe, quelle qu'elle soit. C'est pas l'Amérique du Sud, voilà. Bon. Et donc, il a dit non, les hauts dirigeants de l'armée soviétique ont dit un coup d'État, on ne sait pas faire. On n'a pas même d'exemple de coup d'État réussi. Ça risque d'être plus la catastrophe que la solution du problème. Donc, on doit accompagner le démantèlement que ces fous ont décidé. Mais il dit, c'est fou, hein. Ouais. Alors évidemment, lui, il a eu la chance de se trouver en Biélorussie au bon moment. Et donc, il a fait carrière en Biélorussie, qui est quand même des 15 ex-républiques soviétiques, j'ai envie de dire, la plus civilisée après 91. Celle qui s'est comportée devint l'air la plus civilisée et la plus sociale par ailleurs. Ah oui. Et là, moi, je voulais aussi je voulais rajouter quelque chose. Du coup, ça repose aussi la question de la responsabilité de notre pays, de la France. C'est-à-dire que fait le Quai d'Orsay, hein, que fait l'état-major français, qui sait tout ça? Enfin, je veux dire, on est quand même aux membres du Conseil de sécurité. Enfin, bon, bref, on passe vraiment à 2 doigts d'une très grande catastrophe pour l'humanité. Et la France, en tant que pays d'or. Hein. Donc là, la question se pose aussi. Hein, qui dirigeait en réalité le pays aussi à l'époque, hein, ici, quoi. Moi, j'avais une question, parce que vous avez mentionné les élites occidentalisées de Moscou et de Saint-Pétersbourg, qui ont notamment orchestré la destruction de l'URSS, Troïka, etc. Mais je veux savoir comment, selon vous, ces élites en fait sont occidentalisées, sont créées par l'Occident, que ce soit en URSS, pourtant il y avait quand même le KGB, un fort contre-espionnage, mais aussi on le voit dans tous les pays, même pourtant ennemis de l'Occident, c'est-à-dire en Algérie ou même par exemple en Palestine, même là il y a une bourgeoisie occidentalisée qui est à la fois favorable aux intérêts économiques, mais qui est aussi acquise culturellement. Mais je pense que, en fait, c'est toute l'histoire coloniale. C'est-à-dire que dans une situation de colonisation, il y a toujours une élite qui est obnubilée par le colon. Obnubilée idéologiquement et éventuellement financièrement et économiquement en plus. Alors, dans le cas de la Russie et donc de l'URSS, il faut évidemment avoir en tête que depuis Pierre le Grand, les élites russes sont bercées à l'idée que la Russie est un pays européen. Mais qu'est-ce que ça veut dire européen dans la vision de ce berceau, si je peux dire? C'est que c'est l'Occident de l'Europe qui est civilisé et que la Russie, fondamentalement, est barbare. C'est-à-dire que vous avez une élite russe, une partie de l'élite russe qui, culturellement, est pas très éloignée de l'idée que les Russes sont des sous-hommes. Et surtout que la Russie profonde, la Russie populaire, la Russie mongole est une masse de sous-hommes derrière, et qu'au-dessus de ça, il y a la crème. Et que représente la crème?
Et cette vision des choses, évidemment, elle existe dans la Russie d'avant 1917, mais elle n'a pas disparu dans la Russie d'après 1917. Il faut sortir de cette espèce de schéma qu'on nous a imposé et qui nous a été tellement bien imposé que même dans les rangs révolutionnaires et communistes, on l'a intériorisé trop souvent, c'est que l'URSS, c'était totalitaire. Et que comme c'est totalitaire, ben, comme un seul homme, tous les soviétiques pensaient de la même façon. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, le Parti communiste de l'Union soviétique, c'est plusieurs millions de gens qui représentent pas forcément les mêmes visions, les mêmes intérêts, les mêmes sensibilités. Alors, c'est vrai que dans les années 30, les règlements de compte se faisaient à la hache. Mais ils se faisaient à la hache de tous les côtés. C'est-à-dire, quelque part, les grandes purges des années 30, c'est une guerre civile larvée à l'intérieur du Parti communiste, avec de temps en temps une fraction qui prend le dessus sur une autre, mais qui représente des intérêts contradictoires. Et ces intérêts contradictoires, ils continuent à exister tout au long de l'URSS. Mais ils se manifestent dans la structure du pouvoir qui s'appelle Parti communiste de l'Union soviétique. Mais il ne faut pas s'illusionner sur le fait que tous les gens qui avaient la carte de membres du Parti communiste soviétique étaient des marxistes-léninistes absolument convaincus. On prenait la carte du parti pour toutes sortes de raisons. Parfois... Même sans être marxiste-léniniste, je dirais pour des raisons très honnêtes, c'est-à-dire pour pouvoir participer au développement du pays, etc. Et je n'ai rien contre le fait que quelqu'un prenne la carte du parti en se disant j'aurai plus d'influence en prenant la carte du parti. Je ne suis pas spécialement communiste, mais je suis patriote. Je peux le comprendre. Il y avait beaucoup d'anticommunistes qui... Enfin, pourquoi Khrouchtchev libère cette masse de bandéristes en 1956 du goulag? Des gens qui, honnêtement, méritaient une balle dans la tête. Parce que c'était pas que des assassins, c'était des tortureurs qui avaient violé des femmes, éventré des femmes avec leurs bébés. Enfin, je veux dire, les nazis étaient presque civilisés en comparaison des bandéristes. Il faut quand même le dire. Non, mais... Bon, je veux dire presque. C'est-à-dire que vous avez des rapports des SS qui disent mais les bandéristes, c'est des sauvages. Parce que nous, on tue proprement. Bon, je ne veux pas par là réhabiliter les nazis. Je veux montrer ce qu'étaient les bandéristes. C'est comme les oustachis. C'est les deux fascismes les plus sauvages de l'Europe. Et les autres le sont aussi sauvages, mais à un autre degré. Et donc, comment on a pu libérer des bandéristes? Pourquoi Khrouchtchev libère des bandéristes? Mais parce que Khrouchtchev, il est lié au lobby ukrainien dans le Parti communiste. Sa femme, elle vient d'une région de Pologne, d'aujourd'hui, qui est intervenue auprès de Khrouchtchev pour que Khrouchtchev intervienne auprès de Staline pour réviser la frontière polono-soviétique en faveur d'un élargissement plus à l'ouest de l'Ukraine. Vous vous dites, non mais attendez, l'URSS totalitaire, et vous avez une personne liée à un dirigeant qui intervient pour que le nationalisme ukrainien soit encore plus renforcé. Mais je suppose que Staline devait jouer avec ses forces parce qu'elles existent dans la société. Il ne peut pas, contrairement à toute la légende qu'on nous dit, il ne peut pas exterminer tout le monde. Hein? Et donc il est obligé de jouer avec les rapports de force existants. Et donc il faut sortir de cette image d'une Union soviétique totalitaire, mais considérer que la guerre civile ne s'est pas arrêtée avec la victoire des rouges sur les blancs, mais qu'elle se poursuit à l'intérieur du camp officiellement rouge, mais dans lequel vous avez du rouge, du rose, du blanc, du noir, etc. Hein? Voilà. Merci pour cette question qui est vraiment une question, une très très bonne question. D'ailleurs, c'est la question que nous nous posons, n'est-ce pas, communistes polonais, puisque nous sommes tous les deux polonais. Donc moi, je peux répondre de façon personnelle, hein, un peu, parce que bon, et on peut extrapoler un peu aussi par rapport à la Russie. C'est que moi-même, bon, j'avais 20 ans à l'époque, donc j'étais donc on peut dire la première génération entièrement née en Pologne populaire. Mes parents sont nés dans la guerre ou un peu après la guerre. Et donc, en fait, on n'était que donc la deuxième génération du socialisme.
Et dans l'Union soviétique, c'était la 3e génération, les gens de ma génération. Et moi-même, je suis originaire d'une famille de l'intelligentsia communiste, puisque mon père était diplomate de la Pologne populaire. Hein. Donc j'ai bien connu aussi cette partie des Siłowiki polonais. J'ai oublié de mentionner la diplomatie aussi, parmi les forces. Très important la diplomatie, puisque un homme comme Bravoff, il n'est pas né comme ça. Il faisait partie aussi de ce réseau de structures d'État qui ont refusé la destruction de l'Union soviétique. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on était très naïfs, en fait. Hein. On vivait dans ma génération, on était dans la consommation. On n'était plus du tout dans l'idée, dans l'idéologie. Déjà, la génération de nos parents, puisque le socialisme avait réussi, puisqu'il avait construit des États, une industrie, une prospérité, c'est bien pour cette raison-là que nous pensions que maintenant le temps est venu de consommer joyeusement. Hein. On s'intéressait, on ne pensait, voilà, démocratiser, voilà la question de la liberté personnelle, la liberté de voyager, la liberté de consommer, la liberté sexuelle. Tout ça, c'était, il faut regarder les films soviétiques des années 80. C'est cette espèce de liberté 68arde, voilà, qu'on cherchait, voilà. Oui, je ne vous entends pas. Même avec Brejnev en URSS. Oui, bien sûr, déjà les années 70, bien sûr. Alors la consommation en soi, c'est pas négatif, mais si ce n'est que ça, et qu'on n'est pas conscient des dangers, moi-même, si j'avais su, moi j'étais convaincue à 18 ans que la Pologne populaire allait encore exister. Encore en 91, je pensais qu'elle allait exister, qu'elle allait bien sûr être réformée, qu'on aurait un marché intérieur, que voilà, on aurait le passeport à la maison et qu'on irait voyager. Au contraire, je pensais qu'en la réformant, on allait la renforcer. Un peu ce que les Chinois ont fini par faire, parce qu'eux, ils nous regardaient très... Mais à aucun moment, je ne pensais que tout allait s'effondrer. Si on m'avait dit, attention, il y a les guerres qui vont venir, vous aurez ceci, vous aurez les guerres, le capitalisme sauvage, la destruction, je dis, au secours, je préfère Jaruzelski qui reste. Hein. Et dans 10 ans, quand on aura mûri et grandi, parce que j'avais que 20 ans, voilà, on va reprendre les rênes du pays. Bien sûr, on était naïfs en fait. Et je pense que dans l'Union soviétique, on le voit dans les livres d'Ostrovsky, il y a une forme de naïveté en fait, d'un manque de... Peut-être que justement, à force d'être dans un grand pays puissant et prospère, effectivement, ils avaient perdu de vue, les soviétiques avaient perdu de vue les dangers, c'est-à-dire la lutte de classe et aussi le fait que les structures de l'État américain n'ont jamais lâché et ont toujours voulu détruire l'Union soviétique et la Russie pour piller ses ressources. Et effectivement, ça c'est dit, c'est cité. C'est cité. Et ça, c'est pour ça aussi que je vous encourage à lire le livre. Il y a pas mal de réponses dedans.